Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du droit positif et de la position philosophique selon laquelle seul le droit positif existait. Nous devons maintenant parler du juste naturalisme, autrement dit l'idée selon laquelle des droits naturels existent et doivent être au fondement de tout système juridique. On distingue traditionnellement deux formes de droit naturel, le droit naturel classique, tel qu'il était conçu par les Grecs et les Romains, et le droit naturel moderne, tel qu'il est conçu à partir du XVIe siècle. Le droit naturel classique est un peu compliqué à expliquer, disons simplement qu'il se fondait, comme on l'a vu avec Antigone, sur des lois naturelles ou divines, et c'est pourquoi l'un des théoriciens les plus connus du droit naturel classique est un homme religieux, saint Thomas d'Aquin. Le droit naturel moderne est plus facile à comprendre car il se rapproche plus de notre conception des droits de l'homme, dont en fait il est à l'origine. L'un des postulats importants du droit naturel classique était que l'être humain est fondamentalement social. Toute cette idée se fondait par ailleurs sur une harmonie de la nature et une hiérarchie naturelle entre les êtres vivants, mais passons. Les théoriciens du droit naturel moderne, au contraire, conçoivent l'être humain comme un être d'abord extérieur à la société. Ce qu'on appelle droit naturel correspond donc pour eux au droit dont jouit l'être humain indépendamment de la société. Ce n'est donc pas un droit qui se fonderait sur des normes ou des distinctions sociales, mais sur la nature humaine en elle-même, qu'on suppose préexister à toute société. Le premier grand théoricien du droit naturel moderne, Thomas Hobbes, est célèbre pour avoir analysé de manière très profonde la psychologie humaine dans son livre Le Léviathan, et d'en avoir déduit les droits naturels fondamentaux de l'être humain sur lesquels devrait selon lui se baser tout bon gouvernement. On a vu que le droit naturel était un droit qui existe indépendamment de toute loi civile et donc de tout pouvoir politique. Hobbes est le premier à avancer l'idée que pour déterminer quels sont les droits naturels, on est forcé de dépouiller l'être humain de tout ce que la société, et donc le droit positif, lui apporte. Pour cela, il faut considérer l'être humain tel qu'il serait dans un état de nature, c'est-à-dire une situation où la société et le pouvoir politique n'existent pas. L'état de nature est un état où il n'y a pas de loi et où chacun jouit d'une liberté illimitée. Aujourd'hui, on connaît plutôt cet état sous le nom d'anarchie. Dans cette perspective, déterminer quels sont les droits naturels de l'être humain, c'est donc déterminer quels sont les droits que l'être humain a toujours à l'état de nature. Ce seraient donc des droits que nous garderions en cas de guerre civile ou suite à une catastrophe nucléaire. Savoir quels sont les droits naturels, cela revient donc à se demander ce que l'être humain peut légitimement faire dans l'état de nature. En l'absence de pouvoir politique, de toute vie sociale, laissé à moi-même, que puis-je légitimement me permettre de faire en tant qu'être humain? Analysons comment John Locke, un autre grand théoricien du droit naturel moderne, répond à cette question. Premièrement, à l'état de nature, tout être humain va chercher à survivre. Quand je suis à l'état de nature, j'ai besoin de manger, d'échapper aux prédateurs, et personne ne peut me reprocher toutes les actions que je vais faire en vue d'échapper à ces dangers-là. Donc, à l'état de nature, j'ai un droit naturel à me défendre contre quiconque menace ma survie. On peut donc dire que le droit à ma propre conservation est un droit naturel. Hobbes, Locke et Rousseau s'accordent tous sur ce droit naturel-là. On peut aussi dire que puisque l'être humain a une propension à accomplir ses désirs ou à vivre une vie heureuse, j'ai également, à l'état de nature, un droit à rechercher par tous les moyens possibles à mener une vie relativement heureuse. Mais il y a aussi autre chose que je peux faire à l'état de nature. C'est de disposer comme je veux de mon corps. Mon corps est donc en ce sens ma propriété. Je suis par nature propriétaire de mon corps, et par conséquent, si quelqu'un d'autre essaye de s'approprier mon corps, en l'enfermant ou en le réduisant en esclavage, il est légitime que je me défende. Ainsi, selon Locke, les droits naturels sont les suivants. Le droit à notre propre conservation, le droit de propriété et le droit de recherche du bonheur. Ce sont des droits que les êtres humains ont à l'état de nature, et ce sont ces droits qui vont être au fondement du droit positif et donc des lois. Si vous entendez aujourd'hui parler de principes juridiques comme le principe d'indisponibilité du corps humain, en vigueur en France par exemple, il s'agit d'un principe dérivé du droit naturel de propriété de Locke. Les droits naturels tels que les présente Locke ressemblent, vous le remarquez déjà sans doute, aux droits de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est écrit que les êtres humains ont un droit de liberté, de sûreté, de propriété et de résistance à l'oppression. Il s'agit là de droits naturels. De même, la Déclaration d'indépendance des États-Unis reprend presque littéralement les droits naturels de Locke. Quand il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les droits de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles, autrement dit qu'on ne peut pas nous les enlever ni les modifier, il semble bien que ce sont des droits qui valent de manière éternelle et absolue et qui sont en quelque sorte au-delà des lois civiles. On peut donc dire que les droits de l'homme, ou les droits naturels, transcendent les lois civiles. Des droits qui transcendent les lois civiles. L'idée semble plus que sympathique, elle est vraiment presque géniale, on pourrait dire. Cependant, elle pose problème.
Si on y réfléchit un peu, il semble que sans le droit positif qui nous permet de dire quels sont les droits de l'homme et donc le droit naturel soient impuissants. Prenons un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs n'étaient légalement citoyens d'aucune nation. Donc, quand Hitler déclara que les Juifs devaient disparaître, il ne désignait pas un ensemble d'individus soumis aux mêmes lois civiles, et il n'existait pas d'État juif permettant de garantir des droits civils à ces personnes de même ethnie. Pourtant, personne ne nierait que les Juifs possédaient bien des droits de l'homme. Le problème est que ces droits n'ont pas empêché que leur liberté, leur propriété, leur dignité soient violées. Ce problème a été souligné par la philosophe allemande Hannah Arendt dans le tome 2 de son ouvrage Les origines du totalitarisme. À la fin de ce tome, Arendt analyse les contradictions liées à la notion abstraite de droit de l'homme. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet. Le soldat en guerre est privé de son droit à la vie, le criminel de son droit à la liberté, tous les citoyens en temps de crise de leur droit à rechercher le bonheur. Mais personne n'irait jamais prétendre que dans l'un de ces cas, il se soit produit une perte des droits de l'homme. D'ailleurs, ces droits peuvent continuer d'être garantis, même s'ils ne s'exercent guère, jusque dans des conditions de privation fondamentale de droits. Le grand malheur des sans-droits n'est pas d'être privés de la vie, de la liberté et de la recherche du bonheur, ou encore de l'égalité devant la loi et la liberté d'opinion. Leur tare n'est pas de ne pas être égaux devant la loi, c'est qu'il n'existe pour eux aucune loi. Ce n'est pas d'être opprimés, mais que personne ne se soucie même de les opprimer. Arendt évoque ici un paradoxe. Si les droits de l'homme sont inaliénables, alors on est censé en jouir même dans les pires conditions. Techniquement, cela veut dire que les juifs dans les camps de concentration avaient toujours leurs droits de l'homme, mais il n'existait aucune loi pour les garantir. Selon Arendt, la notion de droit de l'homme donne donc lieu à un paradoxe. D'un côté, les droits de l'homme sont inaliénables, ça veut dire qu'ils sont supposés valoir indépendamment de toute loi, de tout gouvernement, mais d'un autre côté, des peuples qui n'ont pas de gouvernement ou qui ne sont pas soumis à des lois communes, bien qu'ils aient ces droits, ne peuvent pas en jouir en l'absence d'une autorité capable de les garantir. Ce paradoxe conduit à une conclusion complètement aberrante, c'est qu'un peuple peut continuer à avoir ses droits de l'homme, même s'il n'est plus traité comme un être humain. Ce que veut dire Arendt, en fait, c'est que les droits de l'homme apparaissent comme quelque chose de totalement inutile. Ils n'ont de sens qu'à l'intérieur d'un système régi par des lois. Seules les lois, et donc seul un pouvoir politique, permettent de les garantir. C'est pourquoi beaucoup de penseurs politiques, notamment l'anglais Edmund Burke, ont critiqué les droits de l'homme tels qu'ils ont été proclamés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien que les droits de l'homme aient une valeur théorique, ils n'ont aucune valeur pratique. Pour reprendre les mots de Burke, leur perfection abstraite est leur défaut pratique. Après tout, les droits dont nous jouissons réellement sont ceux qui dépendent de lois, donc du droit positif. Proclamer des droits issus de nulle part était vu par Burke comme un danger, car c'était plaquer des notions abstraites sur des êtres de chair et d'os. C'était faire table rase du passé et oublier que les êtres humains ont une histoire. Selon Burke, les êtres humains ont avant tout droit à des lois. Et si je puis me permettre un parallèle peut-être inhabituel, souvenez-vous de ce que disait Malcolm X dans l'autre vidéo. Il ne sert à rien de dire que des personnes ont des droits naturels si on ne leur donne pas des droits concrets validés par les lois. Résumons. La justice semble devoir se fonder sur un droit naturel, universel et transcendant. Pourtant, on voit mal comment ce droit peut être respecté sans l'existence de lois civiles, et donc sans le droit positif. Autrement dit, comme le remarque Hannah Arendt, le droit naturel n'est rien sans une autorité qui le protège. Il semble donc que le droit naturel soit nécessaire pour fonder toute justice, mais que cependant il demeure inutile sans l'établissement d'un pouvoir politique. C'est pourquoi beaucoup de tentatives pour résoudre le problème de la justice ont consisté à concevoir quel serait le type de pouvoir politique permettant le mieux de la faire exister.